à Françoise Verchères et à Maxime Combe d'avoir accepté notre invitation de venir présenter leur proposition de loi pour un financement de la rénovation énergétique des bâtiments. Merci aux personnes aussi qui se connectent là cet après-midi pour assister et puis participer à cette conférence. Côté Sud Énergie, nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que le sujet de la sobriété, de l'efficacité énergétique nous semble être un axe majeur des décisions à prendre pour l'avenir et encore plus en ce qui nous concerne à EDF R&D, puisqu'on a des départements qui travaillent spécifiquement sur le sujet et des laboratoires qui travaillent spécifiquement sur le sujet. Et de toute façon, c'est un sujet qui concerne à peu près tout le monde, parce que même si on ne travaille pas sur le sujet, on habite quelque part en tant que locataire ou propriétaire, et ce sujet du financement des travaux, c'est vraiment crucial. Et ça fait régulièrement l'actualité. Là encore, la semaine dernière, on a eu la publication de l'arrêté concernant la mise à jour du label BBC Rénovation et le contour des nouvelles aides 2024, donc de MaPrimeRénov', ce dont ne vont pas nous parler nos intervenants aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, je vous passe la parole à tous les trois pour venir nous présenter votre proposition. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer, si tout le monde est d'accord, juste pour vous préciser d'où on parle, parce que c'est peut-être un peu bizarre que notre attelage de trois fasse une proposition de ce type et essaye de la porter maintenant depuis plus d'1 an. D'abord, on est simplement longtemps activistes, impliqués dans diverses organisations, diverses mobilisations de terrain, engagés aussi dans le monde politique comme Françoise et nous en interaction avec Daniel, avec ce monde-là. Et en fait, le point de départ, c'est qu'on est des simples citoyens qui sont confrontés, qui ont chaud ou qui peuvent avoir froid et qui vivent dans des habitations qu'il a fallu rénover ou qu'il faudrait rénover, et donc confrontés à l'existence de MaPrimeRénov' et des dispositifs de rénovation et à leurs limites. Et également, cette proposition, elle vient de notre engagement, soit tous les trois ou individuellement, toujours à chercher à être dans l'interaction entre nos espaces de mobilisation et d'engagement citoyen et avec l'idée qu'à un moment donné, il faut que cela se transcrive par des décisions politiques, par du législatif ou une amélioration des dispositifs existants sur l'ensemble des batailles dans lesquelles on a pu être impliqué, de Notre-Dame-des-Landes à bien d'autres. Et là-dessus, aussi bien Daniel que moi, on pratique un peu l'économie, et il se trouve que la rénovation des logements, la rénovation des bâtiments, ce n'est pas simplement une question de financement et de subvention, comme on va y revenir. Donc, c'est de là où on parle. Le parti pris là pour la présentation, c'est d'être très court et qu'en fait, de le prendre pour nous aussi comme une opportunité d'échanger avec les connaisseurs ou spécialistes dont vous êtes. Là-dessus, sur notre positionnement, viennent se greffer les données maintenant qui sont répétées inlassablement depuis des années et qui montrent que les dispositifs de soutien à la rénovation aujourd'hui dysfonctionnent largement. Le reste à charge est trop important. Lorsque les propriétaires sont des bailleurs et qui s'engagent dans la rénovation, généralement, les loyers sont augmentés derrière. Les dernières données qui viennent d'être publiées par le ministère montrent que le dispositif MaPrimeRénov' finance principalement du monogeste. On sait que c'est inefficace, que sur ce monogeste, on finance principalement du changement de dispositif de chauffage, comme s'il ne fallait pas commencer par l'enveloppe et le fait d'isoler les bâtiments. Et globalement, en plus, on laisse de côté, enfin en tout cas, on n'a pas une action systémique, générale et massive pour s'attaquer véritablement aux 5 millions environ de passoires thermiques, puisque, et là-dessus, toutes les données le montrent, même si on ne sait pas bien le calculer précisément, mais là, les dernières données du ministère montrent que la prime pour sortie de passoire, c'est moins de 1 000 logements par an en 2022.
à ce compte-là, il faudra plusieurs siècles pour éradiquer les passoires thermiques. Donc, c'est là, de là où on parle, et notre proposition, elle est sans doute compliquée de prime abord parce qu'elle est orthogonale à tout ce qui a été fait depuis 15 ans. Elle vise à sortir du dispositif de la subvention et du côté des pouvoirs publics et donc du côté de ceux qui veulent rénover du montage de dossiers pour entrer sur un dispositif tout autre qui ne fonctionnerait pas de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que notre proposition de loi s'appelle visant à financer massivement la diminution de la consommation d'énergie des bâtiments par des prêts garantis qui couvrent l'intégralité des travaux. Enfin, ce n'est pas le nom, mais c'est ça l'objectif qu'on cherche à poser et qui fonctionnerait sur le principe de façon assez simple, c'est de considérer que nous avons un opérateur public, un fonds public, vous pouvez l'appeler un service public de l'énergie si vous le voulez, même si la question du service public se pose, il faut articuler les enjeux nationaux et locaux, mais qui en gros prend en totalité le coût des travaux de rénovation thermique sur les bâtiments en question, plus avec éventuellement du solaire thermique, mais on peut se limiter, si vous voulez, dans un premier temps sur la discussion sur l'isolation, et que cette prise en charge va de pair avec une obligation de rénovation, obligation qui n'est opposable qu'à condition qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient réunis. Première condition, que les matériaux soient mis à disposition, que la main-d'œuvre soit disponible et donc du coup que le financement soit dédié. Avec ce dispositif-là, on sort totalement de la logique de la subvention et du montage de dossiers et on rentre sur un dispositif qui permet d'avoir une action systémique, globale, qui pourrait se faire quartier par quartier. Après, le législateur ou le gouvernement ou les pouvoirs publics locaux pourraient rester maîtres de savoir par où ils commencent et comment ils le font. Mais en gros, c'est de se dire que les 3,5 milliards aujourd'hui d'euros qu'on met sur la table pour des résultats relativement décevants et les 10, 15, 20 milliards d'euros qu'il faudrait à brève échéance chaque année sous forme de subventions, c'est autant d'économies pour justement développer les filières qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment développées, mais que de l'autre côté, du coup, le dispositif permet donc un financement total des coûts de la rénovation thermique. Et pourquoi il le permet? Parce que finalement, ce prêt qui est octroyé n'est remboursable qu'à la première mutation ou à 30 ans. Alors le 30 ans, il est discutable au plus tard. Et il est garanti en retour par une hypothèque de même valeur. Voilà. Et donc, du coup, le coût global sur les finances publiques, et c'est en ce sens-là, on a dit, et j'espère que personne ne sera choqué que je le dise ainsi comme cela, mais en gros que c'était une proposition qui était tout à fait supportable par un parti pris idéologique qui est celui du gouvernement actuel, qui est en gros, c'est une mesure qui ne suppose pas de créer des masses gigantesques de déficit public à court ou moyen terme, puisque du point de vue du solde public, les dépenses sont compensées par des hypothèques de même valeur. Là-dessus viennent se greffer des évaluations de la qualité des travaux et de ce qu'il faut pour garantir les travaux, les cas limites où les travaux seraient mal effectués, où les biens seraient détruits, mais tout ça en fait est pris en charge par la masse de rénovation que nous mènerions dans les années à venir. Et l'autre élément aujourd'hui sur lequel on s'est rendu compte, et je finis là-dessus, c'est finalement quelle est la réception de cette proposition de loi et quelle est aussi la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. C'est que globalement, même si peut-être que nos grands amis du bâtiment, que sont Bouygues et consorts, ne sont pas vraiment nos amis dans l'absolu, mais pour réaliser l'isolation de tous les bâtiments à court ou moyen terme, on ne pourra pas simplement se reposer sur les seuls artisans et eux ne viendront sur la rénovation systématique de l'ensemble des bâtiments qu'à condition d'être certains d'avoir un marché organisé
sur lequel ils pourront s'impliquer, non pas simplement sur les 6 prochains mois, mais sur 10, 15 ou 20 ans. Et les retours qu'on peut avoir, qui ne sont pas systématiques, on n'a pas discuté en direct avec l'ensemble des PDG, mais on a discuté avec des gens impliqués dans le milieu, c'est que s'il n'y a pas de financement dédié, garanti de long terme là-dessus, ils ne viendront pas. Et s'ils ne viennent pas, on ne réalisera pas les objectifs que nous pouvons avoir. Donc du coup, en fait, notre proposition, ce n'est pas simplement quelque chose qui permet de faire des économies, de simplifier les dispositifs, de garantir qu'on puisse financer l'isolation, c'est aussi une forme de garantie que derrière des filières vont pouvoir être développées parce que les gros acteurs vont revenir sur le marché. Voilà, très rapidement. Et un dernier mot sur la reprise politique de cette proposition-là. C'est une proposition de loi qui avait été envoyée initialement à l'ensemble des députés nouvellement élus de la NUPES. Un an après, elle a été transmise à la Première ministre, au ministre du Logement, aux différents ministres du Logement. Elle a été transmise à un certain nombre de gens à Bercy, dans les services, voilà. Globalement, le retour qu'on peut avoir, il est positif, même s'il n'est pas nécessairement public. Mais ce qu'on nous fait rapidement comprendre, c'est la proposition est tellement orthogonale avec ce qui est le dispositif actuel que ça reviendrait à finalement dire que ce qui a été fait depuis 3 ans ou 4 ans ne fonctionne pas. Et donc, du coup, pour l'instant, rares sont ceux qui acceptent de franchir le pas. Notre proposition est citée dans le rapport que le rapport d'enquête que le Sénat a publié, dans le rapport de la mission d'information double que l'Assemblée nationale vient également de publier. Donc, ça fait partie des propositions qui sont aujourd'hui considérées comme légitimes d'être citées, mentionnées et discutées, mais globalement, peu se décide à faire le pas et considérer que ce serait la bonne option. La seule organisation politique aujourd'hui qui l'a faite, c'est la France Insoumise, au niveau de l'Assemblée nationale, qui a déposé une proposition de loi inspirée de notre dispositif, codifiée dans le langage normal d'une proposition de loi et qui est aujourd'hui donc enregistrée à l'Assemblée nationale, mais dont on n'a pas de date a priori de discussion. Et l'idéal pour nous, ce ne serait pas simplement que ce soit une proposition en France Insoumise, mais bien plus large. Voilà, je laisse mes collègues, camarades compléter s'il faut. Moi, j'en arrête là. Bon, Daniel Ibanez, je me permets de prendre la parole. Moi, je pense que il vaut mieux qu'on commence à répondre à vos questions puisque l'exposé a été plutôt détaillé. Il y a forcément des choses à rajouter, mais on le dira forcément dans les questions que vous allez poser. Ouais, alors, pardon. Pour le moment, c'est Durkheim a rappelé la refonte de l'aide MaPrimeRénov' qui vise à plus de lisibilité et qui tient compte du fait du constat dont tu as parlé, Maxime, qui dit que globalement, pour l'instant, ce qui a surtout été aidé, c'est le monogeste. Mais il me semble que dans l'optique de votre proposition, il y avait aussi certes une notion d'efficacité, mais d'efficacité aussi au niveau de l'instruction des dossiers et de la lisibilité des aides. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris de la proposition. Est-ce que peut-être vous pouvez un peu détailler ça, ce changement aussi, non pas de mode de financement. Je te laisse, Françoise, vas-y. Oui, donc effectivement, tu as raison de signaler ça. Notre idée, c'est aussi de sortir des habitudes françaises d'usine à gaz, qui consiste à faire des cases avec le niveau de revenu de chaque famille qui permet tel niveau de subvention. Donc, on a des usines à gaz qui nécessitent la création d'emplois pour aider les gens à faire des dossiers. Et dans les dernières annonces gouvernementales, moi, j'ai été effarée d'entendre qu'il allait y avoir une augmentation des subventions de à peu près 1 milliard, si j'ai bien retenu, mais surtout la création de postes, création d'emplois de facilitateurs. C'est dire à quel point la France aime quand même les solutions très complexes. Et c'est pour ça que notre proposition, qui peut faire réagir, a été de dire le prêt est accordé sans condition de ressources.
Donc, sans qu'il y ait une superstructure organisationnelle de ces travaux-là. Et donc, on nous a fait remarquer que c'était embêtant finalement de prêter de l'argent à des gens qui avaient peut-être les moyens. Bon. Mais pour nous, ça s'inscrit vraiment dans un cadre véritable de simplification, de manière à ce que l'argent qui aujourd'hui serait affecté justement à toute cette ingénierie d'usines à gaz qu'on connaît bien en France, puisse être affecté plutôt sur la formation, la création de filières techniques, pour que l'isolation se fasse correctement. Donc, je pense que ça, c'est effectivement un point très important de notre proposition, parce qu'on parle souvent de simplification en France, mais en réalité, non. On ne simplifie pas, on continue à rendre les choses de plus en plus complexes en voulant augmenter le nombre de cases et de cas particuliers pour les subventions. C'est pour ça qu'on est complètement, nous, comme l'a dit Maxime, complètement en dehors de ce qui a été fait jusque-là, d'où, de mon point de vue d'ailleurs, le frein psychologique le plus net à notre proposition. En fait, c'est un frein psychologique parce qu'il faut sortir complètement d'un système qui a été mis en place et complexifié d'année en année. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, mais… Du coup, Daniel, je propose que tu prennes la suite et puis après, j'imagine qu'il y aura peut-être une question d'Anne ou une remarque. Oui, alors, juste peut-être 2 éléments de contexte très rapidement. Tous les 3, nous considérons qu'il y a une urgence climatique. Je pense qu'on n'est pas que 3 en France à le considérer, mais voilà. Donc, on s'est placé dans la réflexion sur un dispositif qui répond à cette urgence climatique, c'est-à-dire qui permet de financer le plus rapidement possible les travaux, comme vient de le dire Françoise, sans passer par des montages extrêmement complexes, sans avoir la barrière du déficit public qui, bien évidemment, limite le montant de la subvention. On a vu l'an dernier dans le débat parlementaire qu'à la proposition et au vote pour 12 milliards d'euros de MaPrimeRénov', la 49.3 a ramené ça à 5 milliards. Et donc, on est constamment dans cette situation-là. Donc, par rapport à l'urgence, le système de la subvention lié aux critères maastrichtiens ou les critères constitutionnels font qu'on est au minimum à 60, voire plus de 100 ans pour isoler le parc des bâtiments et pas uniquement des logements, des bâtiments. Parce que l'objet de notre proposition, c'est réellement la diminution de la consommation d'énergie des bâtiments, sachant que les bâtiments commerciaux peuvent consommer beaucoup plus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour compléter peut-être ce que vient de dire Françoise, c'est que nous considérons qu'il est particulièrement injuste de subventionner des propriétaires privés pour leurs biens privés. C'est-à-dire que si on considère que le marché de l'isolation concerne 25 millions de bâtiments en France et qu'on part sur l'idée d'un budget moyen de 40 000 euros, qui est plutôt dans la fourchette basse, on est sur un budget annuel, un budget total de 1 000 milliards d'euros. Et assez simplement, si on fait une subvention à hauteur de 30% pour les propriétaires, ça veut dire que la collectivité publique consent à donner 300 milliards d'euros à des propriétaires pour leur patrimoine privé. Et nous ne trouvons pas ça normal. La deuxième chose, et il semble que peu de personnes aient réfléchi à cette question, c'est que si on donne 300 milliards, ça veut dire qu'on est capable de faire payer les propriétaires 700 milliards. Et là, ça commence à poser des gros problèmes au regard de l'urgence écologique et de l'urgence climatique. Donc, voilà, l'idée, c'est on prête effectivement à tout le monde sans condition de ressources, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'emprunter. Celui qui a envie de faire ses travaux sans emprunter, il les fait. Mais par contre, il y a une obligation d'isolation dès que les 3 critères, matériaux, main-d'œuvre et financement, sont réunis. Et de fait, il y a une automaticité de l'obtention du prêt avec la contre-garantie qui est, c'est ce que nous avons proposé, hypothécaire, mais c'est simplement pour limiter l'impact sur le déficit public. Voilà, je voulais juste préciser ça.
Ok, c'est très clair. On y va. Il y a déjà 3 personnes qui souhaitent intervenir. Donc, Anne, vas-y. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis ça avec beaucoup d'intérêt depuis plus d'un an et enfin, nous, on considère à Sud que c'est la bonne approche. Enfin, d'abord, on est complètement convaincu de l'urgence climatique extrême, de l'axe essentiel qui est la réduction de la consommation. Et dans cet axe-là, évidemment, l'isolation des bâtiments, ça devrait être une priorité des priorités. On est assez désespéré du manque d'efficacité des mesures qui sont mises là-dessus. On est aussi complètement d'accord sur le fait de dire que il faut que ça soit une aide sans condition de ressources. Enfin, moi, j'adhère complètement à ce que vous dites sur le fait que c'est des usines à gaz, c'est des critères bien trop compliqués. En plus, pour des gestes qui finalement ont un intérêt certes individuel, mais aussi un intérêt collectif. Et puis, c'est la condition aussi pour rendre le système obligatoire, et donc le planifier de manière efficace. Donc là, on est complètement d'accord avec vous là-dessus. Sur le financement, finalement, c'est une forme un peu de financement public, même si c'est plutôt un prêt public. Nous, on pousse aussi beaucoup ça sur le reste de l'énergie, hein, sur le fait de sortir, d'être aussi orthogonal avec tout ce qui est dit sur les marchés de l'énergie et de revenir à des choses plus simples. Alors, la question maintenant, c'est pareil, on en a un petit peu discuté, la réserve que j'ai, c'est est-ce que ça va assez loin? C'est-à-dire qu'on a un problème effectivement de financement qui rend le système ultra compliqué, qui effectivement représente un frein énorme pour les gens pour s'engager. Mais pas que. Il y a un gros problème d'organisation de la filière avec une multitude d'entreprises, de toutes petites entreprises qui sont très fragiles, qui n'ont pas forcément les compétences, pas forcément la formation, notamment beaucoup basées sur l'artisanat. Et donc ça aussi, c'est un frein énorme. C'est-à-dire demander aux gens d'aller choisir des artisans avec une labellisation qui ne veut pas dire grand-chose, avec le risque qu'ils fassent faillite, avec le risque de toutes les malfaçons qui ont été constatées, des gens en plus qui ne sont pas du tout experts, donc qui doivent, une fois qu'ils ont sélectionné, suivre, faire la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, réceptionner. Est-ce qu'il ne faut pas aussi développer une filière publique, pas forcément qui fait tout, mais au moins qui se charge de la formation, de la sélection, du suivi, donc de la maîtrise d'ouvrage, de la réception des travaux, etc. Donc ma question c'est, est-ce que ça va suffire, même si c'est une étape essentielle? Est-ce qu'il ne faut pas aller un cran plus loin? Et j'ai une autre question, mais peut-être que je la poserai après, plutôt plus technique sur les histoires de mutation. Est-ce qu'il faut, est-ce que elle bon, je la reposerai après. Voilà, merci. Ok. Est-ce que vous est-ce que vous préférez répondre directement? Et puis, ouais, allez-y. Vas-y, Daniel, du coup. Oui, alors sur cette question de la bonne finalisation et de la bonne réalisation des travaux, parce que c'est essentiellement ça, on l'a prévu dans le dispositif. Premièrement, tous les travaux d'isolation sont des travaux qui sont sujets à garantie décennale. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire que, en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation des travaux. Nous, on a considéré que pour pouvoir finaliser le prêt et les paiements, il devait y avoir une évaluation. On a proposé au cours des échanges qu'on a pu avoir avec les commissions d'enquête et les commissions d'information que ce soit fait, par exemple, avec de la thermographie, parce que clairement, ça permet de détecter à la fois les ponts thermiques, les malfaçons en matière d'isolation, etc. Il y a d'autres techniques qui permettent de le faire, mais en tous les cas, on a prévu de le faire. Pour répondre à ta question sur la formation, qui est une question existante, mais qui existe aujourd'hui déjà. Aujourd'hui, il faut rappeler quand même que n'importe quel guignol se pointe à la porte de n'importe quel habitant, lui dit regardez, je vous offre une grosse prime pour pouvoir changer votre installation avec une pompe à chaleur, et en plus, il vend un crédit. Donc, clairement, aujourd'hui, les mauvais gestes, moi, je n'appellerais pas ça monogeste, parce que faire l'isolation de la toiture, c'est aussi un monogeste. Donc, quand on parle de monogeste qui est remplacer une chaudière à fioul dans une maison pas isolée ou un bâtiment pas isolé par une pompe à chaleur réversible si possible, comme ça on est sûr de consommer l'été, ça me semble… je pense que l'expression monogeste pose un problème. Toujours est-il que, premièrement, en finançant par le biais d'un prêt, on récupère le budget de 5 milliards d'euros annuel de MaPrimeRénov'. Donc, on a un budget pour la formation des personnels qui doivent être différentes, effectivement, de celles qu'on a aujourd'hui avec
les diagnostics qui, comme on le sait, ne sont pas une garantie et une fiabilité. Donc, il faut effectivement fiabiliser les évaluations des travaux à l'issue et y compris avant travaux, de manière à savoir ce qu'il y a réellement à faire. Deuxièmement, il faut des garanties qui sont des garanties décennales, ce qui permet, en cas de faillite des entreprises, comme tu le soulignais, de pouvoir avoir un recours sur les malfaçons. Troisièmement, effectivement, ce budget de 5 milliards qui permet de faire de la formation permet aussi de développer des filières relocalisées de production de matériaux d'isolation, comme de la laine de bois, par exemple. Donc voilà, je m'arrête là, mais on a considéré et on a intégré ces éléments de contrôle qui sont absolument essentiels dans le dispositif que l'on a proposé. Maxime, du coup, je te laisse compléter et puis on prendra les prochaines questions après. Juste rapidement sur ta question, Anne, de savoir s'il fallait laisser effectivement les propriétaires individuels devoir faire le démarchage des bons artisans intervenants, réaliser la maîtrise d'ouvrage et la réception et les laisser seuls confrontés à cette question-là. Et on a tous et toutes soit directement expérimenté cette question, soit été informés de cas dans ce cas-là, et on a tous fait l'expérience, toutes et tous, ou un grand nombre d'entre nous fait l'expérience de la complexité que ça pouvait être. La question se pose sans doute différemment, et c'est quand même un enjeu également majeur. Il n'y a pas que des propriétaires individuels, même des propriétaires individuels avec plusieurs logements ou plusieurs bâtiments. Il y a aussi tous les bailleurs collectifs, qu'ils soient privés, sociaux ou autres. Donc la question se pose un peu différemment pour eux. Mais clairement, notre proposition, elle va dans le sens de réduire le nombre de choses que l'on attend des propriétaires individuels pour réaliser leur rénovation. On ne l'a pas exprimé ainsi parce qu'on était dans le cadre d'un projet de loi où on souhaitait qu'on avance sur le principe de la transformation du dispositif de financement. Mais moi, si je vais au bout de la logique, c'est effectivement la création d'un service public de la rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments dans le pays, service public qui a un dispositif, donc un instrument de financement au niveau national et qui est articulé avec les outils qui ont été mis en place dans les collectivités publiques territoriales, que ce soit les agglos, les villes ou autres, et qui permettent en fait effectivement de ne pas charger la responsabilité des propriétaires individuels de la réalisation réelle des travaux à terme. C'est-à-dire que ceux qui veulent le faire, y compris sur un plan individuel, sans financement et en prenant et le faire y compris de leurs propres mains et tout ça, on peut y revenir sur ce cas particulier, mais que globalement, on sait très bien que ça ne va pas concerner 90% des rénovations. Et pour ces 90%-là, où les gens ne le feront pas si on ne prend pas tout en charge, globalement, il faut aller vers le fait que, oui, les opérations attendues en termes de démarchage, de maître d'ouvrage, de réception des travaux doivent être réduites à portions congrues et pris en charge collectivement si on veut qu'à un moment donné, ça soit généralisé à grande échelle. Et d'ailleurs, en parlant de grande échelle et d'organisation un peu plus de la filière, enfin, les taux de labellisation RGE des entreprises qui sont aujourd'hui de 15%, je crois, plaident vraiment aussi en cette faveur, puisqu'on voit que l'organisation actuelle ne permet pas en fait une massification des travaux. Laurent, à toi la parole. Je pense qu'il faut que tu mettes ton micro si tu parles, et sinon, il faut que tu parles. Voilà. Non, je disais que Anne a posé à peu près les questions que je voulais poser, donc voilà. Mais je voulais quand même vraiment remercier les trois intervenants pour leur temps et surtout leur idée que je trouve assez géniale pour ma part. Et le fait que ça pose des problèmes d'organisation d'une filière, d'organisation des contrôles, c'était, je me souviens, dans l'audition du Sénat, c'était une des questions, mais alors si tout le monde s'y met, comment on va faire ? Pratiquement, et ben moi je trouve ça
vraiment génial qu'on se pose enfin cette question, comment on va faire pratiquement, ce qui n'était pas le cas avec la prime rénov. Donc, pour moi, c'était vraiment le signe que c'est une idée excellente. Alors, j'ai quand même posé la question autour de moi quand j'ai vu cette audition du Sénat, et j'ai demandé un peu à mes copains propriétaires ce qu'ils en pensaient, et les réponses étaient assez diverses. Et une des choses, mais je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est que finalement, les propriétaires considèrent, enfin, ont une vision en général assez financière. Pour eux, une maison, c'est un actif, et c'est peut-être la seule façon qui va leur permettre peut-être de monter leur statut social. Je ne sais pas comment dire, c'est pas juste un toit. Et donc, ils se disent, ah oui, mais alors avant, on me donnait de l'argent, puis alors maintenant, c'est un prêt hypothécaire, alors finalement, j'y gagne pas. Alors, en discutant, en allant un peu plus loin, on leur dit, mais c'est pas le problème que tu gagnes pas, tu perds pas, c'est surtout ça que je vois, et puis, c'est pas le bon angle. Alors, en discutant, à peu près tous sont finalement d'accord, mais le premier réflexe, voilà, je voulais dire ça, c'était de dire, ah, mais j'ai plus l'effet d'aubaine, ou ce genre de choses. Bon, c'est pas vraiment une question, hein, je pense que je vous vois opiner, je pense que vous êtes bien conscient. Alors, juste une petite question quand même pour Histoire 2. Sur le contrôle des travaux, si ça se passe mal, j'ai compris il y avait l'histoire du prêt qui ne serait pas posé, mais en fait, si ça se passe mal, c'est à la fin, ça veut dire que le prêt a déjà été accordé. Donc, pour moi, le prêt devrait être accordé en fonction des qualifications a priori des entreprises et en gros de ce qui est prévu d'être fait. Voilà, c'est ma question. Ah, j'ai une autre question, juste avant de rendre la parole. Comment on peut vous aider en gros, pour porter ce truc-là? Moi, c'était la vraie question que je voulais vous poser. Je vous laisse la parole. Daniel, vas-y. Oui, alors, sur les travaux et le contrôle des travaux qui intervient a posteriori. À chaque fois, alors, bon, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais moi, je suis un peu praticien des travaux dans le bâtiment. Et donc, je vois à peu près comment ça se passe d'un point de vue très pratique. Voilà, je suis un gros bricoleur, mais un peu plus gros que la moyenne. Et en fait, ce qui se pose comme problème aujourd'hui avec ma prime rénov, mais avec finalement tous ces dispositifs, c'est que quand les travaux sont mal faits aujourd'hui. J'ai un copain, tiens, par exemple, je vous donne cet exemple parce qu'il est très révélateur. Il a fait changer toutes ses portes et fenêtres. L'autre jour, je passe chez lui, enfin cet hiver, et je vois que sur sa baie vitrée coulissante, l'air passe. Et je lui dis, mais là, tu viens de payer 15 000 balles, mon pauvre garçon, et tu as le vent qui rentre. Et bien, là, je l'ai revu le mois dernier. Je lui ai dit, au fait, tu as appelé. Et il me dit, ah putain, il faut que je m'en occupe, etc. Parce que c'est lui qui est obligé de déclencher la décennale. Dans le dispositif que nous proposons, c'est le service de contrôle a posteriori qui va déclencher la décennale. Et donc, on ne va pas être dans une capacité juridique du propriétaire à déclencher. C'est vraiment le service de contrôle qui va lui-même déclencher les garanties décennales. Et donc, là aussi, il y a une véritable amélioration dans le dispositif qu'on propose sur la bonne exécution des travaux et la bonne fin des travaux avec, pour le coup, enfin, l'obligation de résultat qui sera respectée parce que c'est un service indépendant du propriétaire qui n'a pas forcément la capacité à engager les contentieux. Voilà pour cette réponse. Je laisse mes petits camarades répondre pour ce que vous pouvez faire avec nous. Alors moi, je peux répondre là ? Vas-y. Bon, voilà. Effectivement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider ? Moi, je suis très frappée par, je disais tout à l'heure, les freins psychologiques des décideurs, ça c'est une chose, mais il y a les freins psychologiques aussi des médias. Et ça, si vous pouvez faire quelque chose, parce qu'on a, Maxime, Daniel et moi, on a accès aux médias depuis longtemps avec des sujets pointus, mais sur cette question-là, je suis sidérée. Il y a eu un nombre d'émissions à la radio, à la télévision, depuis septembre, sur les problèmes d'isolation, de chaleur, de froid, etc. Et nous n'arrivons pas à faire que notre proposition soit explicitée. C'est-à-dire, ça, c'est stupéfiant, c'est-à-dire qu'il y a exactement le même enfermement des journalistes qui s'occupent de ces questions-là dans la prime rénov, la subvention, etc. Donc, tout lobbying vis-à-vis des médias
pourrait être intéressant parce que moi, je ne sais plus comment faire. Ce que je voulais aussi dire, c'est que peut-être il y a une idée qui est aussi de faire du lobbying auprès des syndics de copropriété, parce que notre proposition est aussi une proposition qui pourrait faire accélérer les choses dans les copropriétés. On a les uns et les autres aussi des expériences éventuelles de copropriété. Pour un syndic de copropriété, c'est l'enfer. L'idée même d'envisager des rénovations, parce que chaque appartement d'une copropriété n'a pas forcément le même diagnostic au démarrage et qu'évidemment, la première étape, c'est de faire valider les travaux par l'AG. Or, il y a des tas de copropriétaires qui n'auront pas spécialement envie de porter, parce qu'il y a le reste à charge, il y a les charges à payer, etc., qui n'ont pas envie de porter une rénovation. Ce qui fait qu'on voit encore, et franchement, j'en vois à Nantes, j'en vois à Grenoble, j'en vois partout, des rénovations de bâtiments extérieurs qui sont uniquement de la peinture, du ravalement de façade, sans aucun point d'isolation. C'est désespérant. Notre proposition permet d'évacuer le premier obstacle qui est le vote des propriétaires puisqu'il y aurait obligation. Donc, ça permet au syndic de démarrer tout de suite le travail important dans une copropriété, de faire un état des lieux avant de savoir comment isoler. J'ajoute aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi je vois aussi dans notre proposition un retour à une équité entre les citoyens, équité à laquelle je suis très attachée. J'ai toujours pensé que l'on habite dans un département du Nord, de l'Ouest ou du Sud, on devrait avoir les mêmes aides. Or, aujourd'hui, quand vous regardez le système de subvention, il est non seulement compliqué, mais il est en plus rendu extrêmement injuste selon les décisions des collectivités locales. Par exemple, à Nantes Métropole, qui est l'agglo où j'habite, il y a des aides de l'agglo supplémentaires pour des rénovations énergétiques. Et dans d'autres agglos, pas du tout. Et dans la campagne, alors là, je ne vous en parle même pas, je ne vois pas comment les collectivités pourraient le faire. Donc, moi, je suis très attachée au traitement équitable des citoyens dans notre pays et je pense que notre proposition, elle est aussi intéressante pour ça et peut-être qu'on n'a pas accentué cette question-là, mais elle me paraît un bon argument supplémentaire si vous voulez faire de la promotion de notre idée. Vas-y Maxime, du coup. Ouais, juste un petit mot sur la remarque qui a été faite par, c'était qui intervenait, Laurent, c'est ça, je ne vais pas dire de bêtises, qui posait en fait la question de l'acceptabilité sociale de notre proposition, pour reprendre le terme qui n'est pas le nôtre, mais plutôt le leur. Clairement, moi je ne prétends pas avec cette proposition de loi être en mesure en 3 minutes de convaincre l'ensemble de mes voisins de venir la soutenir publiquement parce qu'effectivement il y a un rapport à la propriété, une habitude qui a été prise sur ces questions d'isolation, de passer par du subventionnement, qui par ailleurs globalement a permis de subventionner des gens comme moi qui n'étaient pas nécessairement les premiers à avoir besoin de subventions. Et que par ailleurs, notre proposition, elle repose quand même effectivement sur l'hypothèque, sur le prêt hypothécaire, et que ceci a mauvaise presse et pas une très bonne opinion collective au sein de la société. Donc du coup, ça, on en a conscience. C'est pas immédiatement vendeur. Mais du coup, c'est un gros effort collectif qu'il faut produire. Mais par rapport à la remarque qui allait de pair en disant que le propriétaire qui va du coup accepter un prêt hypothécaire sur son bien ne va rien y gagner, si, quand même, il va y gagner. Parce que quiconque a fait une isolation globale de son appartement, de sa maison ou de son bâtiment, le voit immédiatement sur les factures, le voit immédiatement sur la qualité de l'habitat et sa capacité à vivre dans cette maison rénovée ou cet appartement rénové. Et donc, du coup, il y a quand même une amélioration immédiate, à la fois sur le plan pécuniaire et sur le plan de la qualité de vie, pour celles et ceux qui vont réaliser cette opération de rénovation. Quand bien même, donc du coup, effectivement, il y a un prêt hypothécaire qui sera apposé sur la valeur du
du bien de son bien. Il y a une difficulté qui a été posée là-dessus, y compris, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on y reviendra peut-être. Il y a des dynamiques et des questions qui se posent sur la dynamique du marché immobilier quand même, par rapport à la valeur de l'hypothèque et la valeur du bien. Si vous voulez, on y reviendra. Mais ce que je voulais dire, c'est que la question de l'acceptabilité sociale, on ne prétend pas l'avoir résolue simplement en ayant écrit la loi. On voit bien qu'il y a des questions un peu compliquées qui se posent. Daniel, tu voulais réagir là-dessus? Oui, je voulais juste rajouter une petite chose concernant l'hypothèque. Comme le disait Laurent tout à l'heure, effectivement, on en a parlé autour de nous. Et comme le disait Laurent, les gens nous disent bah ouais, mais alors, je ne vais pas mettre une hypothèque sur ma succession, mes gosses, etc. Alors moi, il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai conseillé des banquiers blindés de thunes et qui m'ont dit bah, une hypothèque sur mes biens. Je leur ai dit problème de riche. Je leur ai dit mais si tu veux payer, tu payes. Enfin, sauf erreur de ma part, quand tu fais du levier, c'est exactement ça. Et finalement, au final, ils disent ah bah oui, finalement, si on m'envoie le pognon sans que j'ai besoin de mettre quoi que ce soit, si ce n'est qu'une hypothèque et qu'on me le finance, pourquoi pas. Donc, effectivement, ça nécessite une explication, mais il y a une explication qu'on oublie assez fréquemment. C'est qu'aujourd'hui, on peut emprunter en matière immobilière, hein, des acquéreurs, sans hypothèque, mais avec une assurance. Et là, tout le monde oublie le coût de l'assurance, parce qu'il y a une assurance. Quand il n'y a pas d'hypothèque, il y a une assurance. Donc, tout le monde paye tout le temps. Et en fait, ceux qui sont récalcitrants à cette idée-là, mais je le comprends, c'est des gens comme moi qui sont propriétaires, qui ont fini de rembourser, et donc qui n'ont pas de problème d'hypothèque, en fait. Et ils se disent, mince, je vais me reprendre une hypothèque. Donc, ça nécessite une explication. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier quand même que les gens qui n'ont pas d'hypothèque payent l'assurance. Donc, il faut choisir à un moment, quand on se fait prêter de l'argent, de toute façon, on paye toujours le taux de l'argent et on paye toujours le risque. La deuxième chose, c'est par rapport à ta question, Laurent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je vous fais une proposition qui permettrait pour une fois de ne pas être trop clivant en matière d'énergie, ça serait de monter une réunion intersyndicale sur la présentation de cette proposition pour que vous puissiez peut-être le porter en intersyndicale auprès des parlementaires. Et je pense que tout le monde doit être à peu près d'accord sur l'intérêt de réduire la consommation d'énergie parce que c'est ce qui permet d'améliorer l'indépendance énergétique de notre pays également. Et donc, voilà, non seulement il y a l'urgence climatique, il y a aussi l'indépendance énergétique, et je pense que ça pourrait être une solution. Mais voilà, un truc intersyndical et des interventions auprès des parlementaires me paraîtrait, je parle sous le contrôle de mes petits camarades, quelque chose qui pourrait faire avancer. Merci pour tous ces compléments. Daniela, vas-y. Oui, bonjour. Et merci pour d'être là, mais aussi d'avoir fait cette proposition tellement importante. Et comme elle est en rupture, en contradiction de tout ce qui est à la mode en ce moment, de faire du pognon sur la transition, etc., c'est un peu normal qu'on peine. Donc la question à se poser, c'est comment faire pour que ça marche, hein, que ça passe, évidemment. Donc l'intersyndicale sur le sujet, je pense que c'est une très bonne idée. D'autres copains interviendront sûrement après. Et c'est bien finalement que vous ayez répondu entre-temps à des questions parce que Maxime et Daniel, vous avez parlé des choses que je voulais dire un tout petit peu. Parce que là, il y a l'urgence climatique et c'est ce qui nous a fait bouger parce qu'il y avait plein de gens sur le sujet. Mais c'est urgence climatique et urgence sociale. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle beaucoup plus fort en même temps si on veut avoir l'adhésion de la société, parce que pour la plupart, les gens ne gagnent pas beaucoup. Donc, on le voit directement sur la facture, comme vous l'avez dit. Et puis après, bon, autant moi, à la R&D, je ne travaille pas sur la rénovation thermique, ce n'est pas du tout mon sujet. Par contre, dans ma vie de militante, j'ai fréquenté beaucoup les mal logés et les petits salaires. Et franchement, l'urgence sociale sur le bâtiment, elle est énorme, surtout en région parisienne. C'est quelque chose de très, très important. Et la rénovation thermique, ça se voit tout de suite. Ce n'est pas seulement la facture, c'est les bronchites, c'est les gamins qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont malades, enfin, et qui apprennent moins bien, etc. Donc, et je me disais, du coup,
Est-ce que par rapport au projet de loi, il ne faudrait pas insister aussi sur les autres piliers de cette réforme, hein, justice climatique, justice sociale, pour élargir la base de soutien des parlementaires et puis le soutien de la population aussi, parce que tout seuls, les parlementaires, on n'a pas la majorité, hein, ça ne vous a pas échappé. Donc, il faut gagner aussi du côté des modérés. Et je pense qu'avec des thématiques sociales, bon, mais là, on s'affronte directement au libéralisme. Hein, donc, quelque part, on n'est pas étonné non plus qu'il y ait un frein. Donc, il y a un truc qui m'a paru très, très intéressant, mais aussi de mettre en avant dans le discours, c'est cette idée qu'il faut faciliter les choses, que ça devienne, qu'on reçoive un courrier disant, voilà, votre quartier, il va se passer ça, réunion publique, on explique. Comme ça, bon, ça m'a paru très bien d'avoir cette idée en tête et de la faire savoir. Donc, dans les questions, il y a cette question, est-ce que vous vous appuyez? Je n'ai pas écouté l'audition au Sénat, mais Lou, si tu peux nous mettre le lien sur le chat, ça serait sympa. Et sinon, on le remettra dans les mails après. Sur qui vous vous êtes appuyé, avec quel discours? Je pensais notamment à un réseau de collectifs qui s'appelle Claire, qui regroupe plein d'associations. Donc, dans le Taille, il y en a bien une avec qui on s'entend bien et qui travaille sur le sujet. Et puis, une autre question où je ne suis pas très au fait, parce qu'il y a la possibilité de faire, mais je pense qu'il faut aussi une certaine obligation. Parce que là, on parle beaucoup de l'obligation des travaux quand on change pour louer, par exemple. Mais pour les locataires qui sont déjà dedans, ce n'est pas très clair s'il y a des obligations. Donc, pour les grands propriétaires qui ont les moyens, si en plus on fait des prêts et tout ça, il faut qu'ils soient obligés de faire. Voilà, je m'arrête. Merci. Alors, je crois qu'il y a Daniel et Maxime qui souhaitent répondre. Vas-y, Daniel. Oui, alors rapidement sur l'urgence sociale, la situation actuelle, c'est qu'à chaque fois qu'un propriétaire dispose d'une prime rénov', il augmente le loyer. Ça s'appelle la troisième colonne. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui passent de la précarité thermique ou énergétique à la précarité sociale avec une augmentation de loyer assez forte. J'ai même eu l'exemple dans une réunion où les gens étaient en BBC et ne consommaient quasiment plus de chauffage et payaient plus cher l'amélioration énergétique que ce qu'ils payaient en chauffage. Donc, on est dans un délire. C'est pour ça qu'on a mis, nous, interdiction d'augmenter les loyers du fait de l'isolation. En contrepartie, on a mis aussi interdiction de demander une réduction des loyers du fait d'une petite perte de surface qui pourrait venir de l'isolation par l'intérieur lorsqu'elle doit être faite par l'intérieur parce qu'on n'a pas de possibilité de le faire par l'extérieur. Mais donc, la première question, c'est qu'effectivement, notre dispositif tient compte de l'urgence sociale puisqu'il interdit l'augmentation des loyers et que l'obligation n'est pas qu'une obligation pour les uns ou pour les autres, c'est l'obligation pour tous les propriétaires de bâtiments, y compris des bâtiments commerciaux ou tertiaires. Donc, que la personne soit riche ou pas, le fait qu'on débloque le financement automatiquement fait qu'il y a une obligation qui s'impose à tous les propriétaires, qu'ils soient résidents, qu'ils soient bailleurs, que ce soit dans le résidentiel ou que ce soit dans le commercial. Ça, c'est la première chose qu'il est important et je pense que c'est absolument nécessaire de bien le faire ressortir. La deuxième chose, par rapport aux associations, effectivement, on a contacté beaucoup d'associations. D'ailleurs, on en a rencontré dans le cadre des auditions, puisque le groupe LFI, avant de déposer son projet de loi, a organisé des auditions circulaires, c'est-à-dire qu'on était tripartite et eux écoutaient et les personnes. Et donc, on a eu des associations qui sont intervenues en disant « Oui, mais là, on est engagé sur ma prime rénov'. Et donc, très franchement, c'est compliqué de revenir en arrière et de changer complètement de paradigme. Et donc là, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles vous pouvez nous aider. C'est que de toute façon, à coût de 12 milliards
d'euros de subventions, le temps d'arriver aux 300 milliards, on aura toujours plus chaud, toujours plus chaud, toujours plus chaud. Et donc, vous pouvez là aussi nous aider par rapport à ça. Et dernier point par rapport à l'urgence sociale à nouveau, c'est ce que tu soulevais et ce qu'a soulevé un petit peu Maxime tout à l'heure, à savoir que de fait, on est aujourd'hui dans une situation de conflictualité entre les locataires et les propriétaires. Pour une raison assez simple, c'est que le locataire qui se prend de plein fouet l'augmentation des coûts énergétiques de son logement a tendance à se retourner contre son propriétaire, les associations de locataires également, etc. Il n'en reste pas moins qu'on tombe par un œuf et que donc, quand bien même le propriétaire est multipropriétaire, il n'en reste pas moins qu'il faut qu'il sorte le reste à charge. L'avantage de ce système d'obligation et de financement automatique fait que les locataires retrouvent en fait un pouvoir sans rentrer dans une conflictualité, mais juste en exécution de la disposition légale d'obligation d'isolation pour les propriétaires de bâtiments. Et nous avons rajouté une petite disposition, c'est qu'un propriétaire de bâtiment doit par priorité bénéficier du financement pour les locaux qu'il loue avant de pouvoir en bénéficier à titre personnel sur sa résidence principale. On a fait le choix pour l'instant de ne pas faire cette proposition sous un format de type campagne citoyenne, mais plutôt de passer par des leviers qui permettent d'avancer, donc leviers politiques, leviers économiques, associatifs, syndicaux et autres, pour faire avancer la proposition. Pour moi, la question, à un moment donné, de s'appuyer sur le registre plus citoyen, est-ce qu'il faut faire un site dédié, mais avec quels moyens, avec voilà, une pétition ou un appel à ce que les gens interpellent leurs députés. Voilà, tout ça est devant nous. Pour l'instant, on n'a pas fait ce choix-là. On n'a pas fait signer de tribune non plus dans la presse. Est-ce qu'il faut qu'on le fasse? Notre idée, et il faut voir, parce que, y compris, tu parlais d'un rapport de force politique dégradé où on n'avait pas la majorité, ce qui est très clair. Et donc, du coup, en gros, on a essayé de présenter les choses de façon à ce que ce soit compatible avec Emmanuel Macron et sa majorité, ou sa majorité telle qu'elle existe, et qu'en gros, ne pas simplement avoir les plus radicaux derrière nous. Alors, le pari n'est pas gagnant, donc du coup, peut-être qu'il faudra le réévaluer. Mais du coup, voilà, c'était un peu le choix qui a été fait. Et est-ce qu'il faudra monter une campagne demain? C'est une des questions qui se pose. Une des autres choses sur lesquelles aujourd'hui on est incapable d'avancer, c'est que si on voulait aller beaucoup plus loin, il faudrait être en mesure de profiler une évaluation économique sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, évaluer le nombre de malfaçons qu'on va avoir, le coût de l'assurance globale pour la faire, enfin des choses comme ça. Ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Donc, du coup, c'est des choses sur lesquelles il faut avancer. Je propose que Catherine, tu poses ta question, enfin, que tu prennes la parole, en tout cas, comme Anne, tu as déjà pris la parole une fois, et puis tu reviendras après. D'accord, merci beaucoup. Bon, c'est pas facile après cette émotion. Moi, je voulais, en fait, j'ai une sorte de doute sur ce qui est proposé, et c'est un peu une réflexion là, comme sociologue des organisations, c'est-à-dire que j'ai du mal à voir en quoi le fait de déverser beaucoup d'argent sur une filière va venir résoudre des problèmes de qualité. Et il me semble beaucoup plus important d'attaquer la deuxième partie du problème, celle dont a parlé Anne, qui est celle de l'organisation de la filière et de l'exécution des travaux. Il y a déjà beaucoup d'argent sur la rénovation énergétique, si je ne me trompe pas. Alors certes, il y a des difficultés de mobilisation des financements. Vous avez parlé des 5 milliards d'euros de MaPrimeRénov', mais il y a aussi de l'argent des C2E, de la TVA à taux zéro, ou presque, ou à 5,5, enfin à taux réduit. Donc en fait, pour moi, il y a déjà beaucoup d'argent sur la rénovation.
Et la difficulté, c'est vraiment celle de la qualité des travaux, plus les problèmes de gouvernance dans les copropriétés privées, effectivement. Et voilà, pourquoi est-ce qu'on ne va pas financer la qualité des travaux et notamment la question de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à maîtrise d'œuvre, qui me semble cruciale pour cette filière. D'autant que, oui, une réaction sur la question des garanties décennales. À ma connaissance, la difficulté aujourd'hui sur la qualité des travaux dans la rénovation globale, c'est justement toutes les interfaces entre les différents corps de métier et la difficulté à attribuer une malfaçon à un corps de métier en particulier. Est-ce que c'est l'isolation qui a mal fait son travail ou est-ce que c'est le spécialiste des fenêtres? Et voilà, c'est très technique en fait la rénovation globale et ça appelle voilà, sans doute des réponses en termes de nouveaux métiers ou simplement de financement des métiers existants que sont les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les architectes, etc. Voilà, merci. Qui souhaite répondre? Alors, vas-y, Françoise. Je ne sais pas si je comprends bien la question parce que vous dites qu'il y a déjà beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent en subvention, oui, qui ont créé d'ailleurs des filières, comme je le disais, des métiers de gens qui vous aident à faire des dossiers, ce qui est quand même, de notre point de vue, un peu une perte de temps. Donc, c'est pour ça que nous, on est pour la simplification. Donc, quand on dit qu'on mettrait cet argent sur la formation, c'est bien sur la formation qualitative de filières. Daniel dit souvent qu'il faut en gros 1 an pour former un plaquiste ou un couvreur, enfin quelqu'un qui sache faire de l'isolation. Nous, on pense que l'argent qui aujourd'hui est mis en subvention aux propriétaires de MaPrimeRénov' doit être répercuté pour organiser correctement la filière technique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'en profite pour parler des CE, parce que là aussi, moi, je vois la dérive. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai fait une isolation par l'extérieur de ma maison. Et nous sommes tous, comme le disait Daniel, un peu des praticiens parce qu'on s'est rendu compte de ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai eu sans problème un certificat par une grande entreprise qui me vend du gaz par ailleurs ou qui me vendait du gaz pour une isolation extérieure. Je suis revenue cette année vers la même entreprise pour terminer une isolation par l'extérieur et à ma grande surprise, la même entreprise m'a dit « Ah non, on ne fait plus que pour les pompes à chaleur ». Ce qui montre quand même la dérive assez effrayante en cours actuellement. C'est la pompe à chaleur comme unique moyen. C'est donc visiblement une niche formidable et un système qui doit bien fonctionner pour beaucoup de gens, mais qui, de notre point de vue, ne répond pas à la question. Donc, la question des CE est aussi une vraie question. Est-ce qu'il y a une manière de les rendre vertueux, un peu plus vertueux qu'ils ne le sont, s'ils tentaient qu'ils le soient? Voilà, moi, je ne sais pas si j'ai répondu à votre remarque parce que je n'ai peut-être pas vraiment compris, madame. Daniel. Une seule observation. Je partage ce que vous dites. Effectivement, il y a des aides. Il y a des aides à plusieurs dizaines de milliards d'euros, on est bien d'accord. Mais sur la qualité, sur le contrôle, aujourd'hui, on est défaillant. Donc, le dispositif n'est pas de déverser de l'argent. Le dispositif, c'est de lever le blocage financier qui existe aujourd'hui du fait des critères d'endettement des États, de lever ce frein, mais dans le même temps, de mettre effectivement une filière de contrôle, une filière de production de matériaux, une filière d'installation qui soit une filière de qualité. Il ne s'agit pas de dire on fait les travaux et advienne que pourra, on verra avec la garantie décennale. Il s'agit vraiment d'avoir un service de contrôle qui soit organisé, qui soit indépendant et qui puisse mettre en fonction les décennales. Je pense que les assureurs n'étant pas des benets, le jour où ils savent que la décennale ne va pas être activée par le petit propriétaire qui s'est fait blouser par une mauvaise installation, mais par un service de contrôle public, je pense qu'ils vont être beaucoup plus regardants sur la manière dont ils accordent les décennales. Et donc,
voilà, simplement, je veux dire, oui, bien sûr qu'il y a des problèmes à régler, mais ces problèmes existent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train d'installer de la pompe à chaleur réversible qui va faire qu'on va augmenter la température dans les centres urbains tous les étés, qui va faire qu'on va tripler la consommation d'énergie selon l'Agence internationale de l'énergie à 2050, on va la tripler. Et en plus de ça, on surdimensionne des systèmes de chauffage ou de climatisation parce que la première chose qui devait être faite en le faisant, bien sûr, de manière qualitative, n'a pas été faite, et c'est l'isolation. Que ce soit global, mais déjà si on isole les toitures, puis après les fenêtres, enfin voilà, je pense qu'il y a une nécessité de démarrer et de démarrer à grande échelle avec de la formation. Le marché de 1 000 milliards d'euros semble être partagé à peu près par tous les acteurs, ce qui veut dire qu'il y a de la place pour la formation, qu'il y a de la place aussi pour du contrôle qualité, parce que sur un marché de 1 000 milliards, il ne se fera pas en un an, bien évidemment. Dernier, vous avez deux apports micro par le secteur. Je vais ajouter juste un élément macro général sur cette affaire-là. Il n'y aura pas de rénovation massive des bâtiments à la hauteur des enjeux dans le temps imparti sans que les gros acteurs du bâtiment s'impliquent. Et ils ne s'impliqueront pas tant qu'ils n'auront pas de garantie sur le fait qu'il y a là un marché réellement à 1 000 milliards d'euros sur 30 ans ou 40 ans. Et pour cela, il faut qu'effectivement, il y ait un dispositif qui ne soit pas simplement d'un saupoudrage de quelques milliards d'euros de subventions. Et nous pensons, et maintenant ça semble être confirmé par les premiers retours que nous avons, qu'un dispositif semblable au nôtre permettrait réellement à ce qui se décide enfin à s'y mettre totalement. Et s'y mettre totalement, c'est du coup l'opportunité pour les pouvoirs publics, dans une version macroniste, de co-construire le secteur, les filières avec eux, dans une version alternative de on ne fait pas confiance aux acteurs économiques et entreprises multinationales, d'organiser pour eux le secteur et de faire en sorte qu'il soit sur les bons rails pour nous amener et nous conduire d'ici 30 ans à ce qu'effectivement on ait 30 millions de bâtiments qui soient rénovés. Et donc, du coup, notre dispositif, ce n'est pas quelque chose simplement qui touche de l'ordre du financement, c'est en fait instituer une garantie et une garantie collective que nous nous donnons en tant que société, en tant qu'État, sur le fait que les 30 prochaines années, nous aurons de la rénovation massive et que donc, du coup, tous les acteurs économiques, y compris ceux qui sont absolument concentrés uniquement sur leur rentabilité financière, vont venir et structurer et intervenir sur ces secteurs-là. Et après, on y rajoutera des éléments en fonction des sensibilités politiques des uns et des autres sur la limitation de leur profitabilité sur ce secteur sur les prochaines années. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à niveau actuel d'engagement de ces grands acteurs du bâtiment et des petits acteurs du bâtiment, vous n'irez pas plus loin en termes de nombre d'isolations de logements qui pourront être réalisés par an sur le secteur. Merci beaucoup pour les réponses. Anne, du coup, je propose que là, il reste encore Prabod et Jérôme qui n'ont pas parlé. Du coup, je propose de leur laisser la main. Prabod, vas-y. Bonjour, et d'abord merci d'être venu vous présenter plus dans le détail votre proposition. Alors, non seulement elle est nécessaire, et je trouve effectivement qu'elle apporte pas mal d'idées neuves pour ce qui est de mobiliser d'un point de vue financier des masses suffisantes et de faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès, pas uniquement ceux qui ont déjà un accès privilégié aux capitaux. Par contre, un peu dans le fil de la question de Catherine tout à l'heure, moi, de ce que je vois du marché de la rénovation depuis 10 ans, presque 20 ans, presque plus que l'argent, ce qui me perturbe, c'est le fait que l'argent, a priori, dédié à l'efficacité énergétique ou la rénovation, a été la plupart du temps mal utilisé.
pour des rénovations de mauvaise qualité. J'ai le sentiment qu'en plus du financement, l'un des grands enjeux est la capacité d'avoir une offre et un service de contrôle à un niveau de qualité nécessaire. Or là, effectivement, il y a le volet formation, mais si on voit l'écart qu'il y a entre les besoins et les compétences aujourd'hui existantes, est-ce que, je ne vois pas dans ce mécanisme-là ce qui va nous permettre d'atteindre le rythme de rénovation de qualité qui serait nécessaire. Est-ce que vous avez une réponse? Parce que moi, pour avoir été confronté à ce sujet-là, je vois qu'aujourd'hui, même les personnes qui sont prêtes à payer plus cher, par conviction, sont confrontées à d'énormes difficultés pour trouver des artisans en capacité de faire correctement le travail. Et ça, cette compétence, elle ne va pas arriver comme ça rapidement. Merci. Vas-y, Daniel. Oui, alors ce que vous venez de dire, finalement, dit ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Le problème existe déjà avec le système de subvention. Donc, en fait, on donne de l'argent pour que ce soit mal fait. Alors, on peut penser qu'effectivement, ce n'est pas malin de prêter de l'argent et non plus de le donner pour que ce soit mal fait, d'où la nécessité, effectivement, d'un service de contrôle. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un budget de 5 milliards d'euros aujourd'hui qui paye, comme l'a dit Françoise tout à l'heure, comme l'a dit aussi Maxime, des gens pour instruire des dossiers. On a même des gens dans les copropriétés ou avec des locataires et des propriétaires qui font de la médiation pour que le propriétaire soit super sympa et qu'il accepte d'accepter une subvention. Mais comme la subvention n'est pas suffisante, alors on lui remet un médiateur qu'on paye avec l'argent public pour lui retrouver une nouvelle subvention pour qu'il accepte. Finalement, il augmente les prix des loyers. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans des choses qui nous paraissent à nous inutiles d'un point de vue de l'urgence climatique. Par contre, si on part sur un système de prêt à 100% remboursable à la première mutation ou à 30 ans ou plus tard, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on débloque le budget de 5 milliards d'euros aujourd'hui sur MaPrimeRénov' et qu'on peut l'affecter. Alors, pour être plus précis, il se trouve que je connais un petit peu le bâtiment. Premièrement, on a des plaquistes. Alors, je vais d'abord dire, premièrement, des couvreurs. 1 an pour former un couvreur est suffisant. On a des façadiers, 1 an pour former des façadiers, c'est suffisant. Ensuite de ça, on a des poseurs de fenêtres, 1 an pour les former, c'est suffisant. Et on a des plaquistes, je proposerais 6 mois, mais je veux bien qu'on considère 1 an. Donc, ça veut dire qu'on a un budget de 5 milliards, mais sur plusieurs années, pour former ces personnes-là. Et très franchement, avec 5 milliards d'euros, on en forme quelques-uns. La question qu'on n'a pas du tout abordée tout à l'heure, c'est la question des matériaux. Et effectivement, il va falloir avoir des exigences, notamment sur le temps de déphasage. Ce qui n'existe pas aujourd'hui nulle part sur les subventions d'isolation. C'est-à-dire que le mec peut se pointer avec 20 cm de laine de verre, tout le monde se fout du temps de déphasage, alors qu'on sait parfaitement que par rapport à l'été, on a besoin de travailler sur le temps de déphasage. Donc, il y a effectivement une nécessité d'avoir des prescriptions claires par le service d'attribution et le fonds pour l'isolation, de manière à ce qu'il y ait aujourd'hui une refonte des filières des matériaux d'isolation et qu'on arrive finalement à quelque chose d'un petit peu plus rationnel dans la gestion des forêts, plutôt que faire des coupes à blanc pour faire du granule ou de la bûche, peut-être que finalement, on pourrait faire des coupes un peu diversifiées pour faire de la laine de bois, dont on sait que le temps de déphasage est l'un des meilleurs, ou de la ouette de cellulose, enfin, etc. Mais voilà, clairement, les sujets que vous posez sont des sujets qui existent déjà. Donc, effectivement, il faut les régler. Mais on va disposer d'un budget de 5 milliards pour faire de la formation de bonne qualité et pas pour faire de la formation pour aller balancer 10 cm de laine de verre, on en est bien d'accord. Merci. Alors, ce que je propose, c'est que Jérôme, tu prennes la parole parce que du coup, tu n'as pas encore parlé. Ouais. Et puis après, oui, on pourra faire
une petite synthèse des questions, mais l'échange est effectivement très riche et il n'y a pas beaucoup de temps mort. Je vais essayer de Vas-y. parler en évitant la personne là parce qu'il y a des travaux dans notre bâtiment, donc elle arrive. Oui, on a évoqué comment on pouvait aider à ce que ce genre de choses émergent, en tout cas à faire mieux. Et j'ai bien entendu la remarque sur les pompes à chaleur là. Je voulais dire que voilà, en tant que chercheur, ingénieur EDF, à titre personnel, je pense que je suis pas le seul. Je suis assez conscient effectivement de la dérive qu'il y a eu depuis un certain nombre d'années où finalement on est revenu à l'ère Jean-Bernard Lévy sur un système où EDF défend l'électricité et Engie défend le gaz. Et on a bien pu observer que c'était une sorte de bataille de lobbying et d'influence sur les différents ministères pour imposer d'un côté la pompe à chaleur et de l'autre côté la chaudière gaz à condensation. Et que dans cette bataille, personne n'a défendu la rénovation des bâtiments. Et que je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, en termes de subventions et de ce qui est proposé par l'État est un résultat direct en fait de ce qu'on a pu observer nous à l'intérieur de nos entreprises et que sachant que maintenant on est redevenu 100% public et on peut peut-être peser pour que ce soit un peu plus intelligent et qu'on arrête de faire la guerre avec des résultats qui effectivement sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Donc ça c'était plus une remarque qu'une question. Après, j'ai une question, je ne sais pas si elle est déprimante ou pas, mais c'est vrai que moi, quand je me suis installé là en Seine-et-Marne il y a 10 ans, dans une maison qui n'est pas forcément super bien isolée, on allumait le chauffage début septembre. Là, je l'ai allumé hier. Et on n'a pas fait beaucoup de travaux d'isolation depuis. Et donc, il y a la question, c'est, voilà, est-ce que les travaux, maintenant qu'on a déjà pris 20 ans de retard, est-ce que les travaux de rénovation qui sont à faire aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient les meilleurs il y a 20 ans? Et est-ce qu'il n'y a pas des zones, typiquement, je pense, au sud de la France, où déjà le besoin en chauffage était pas forcément très élevé, où il est en train de complètement disparaître et où effectivement il faut. Et je ne sais pas si les gestes de rénovation les plus efficaces sont les mêmes si on considère l'été ou si on considère l'hiver. Alors ça, c'est ma question. Ok, et il y avait du coup Ah pardon. Tu voulais répondre Françoise, ouais, excuse-moi. Du coup, je groupe, je sais pas si je groupe, mais ah oui, non. J'allais dire, il y avait une question d'Anne, mais elle en a rajouté une deuxième et une troisième qui est plus longue. Je propose qu'on réponde sur celle-ci et puis Anne, tu synthétiseras tes questions. Moi, je veux bien, enfin, je pense qu'effectivement, même si on allume le chauffage plus tard cette année, on a chaud plus tôt. On a chaud depuis le mois de juin et la question de l'isolation des bâtiments va se poser de manière accrue pour le confort entre guillemets d'été, parce que je pense que les dégâts, alors ça sera pas en énergie, ça sera en énergie consommée à cause des pompes à chaleur, et ce sera aussi en termes de santé, de tous les problèmes qui sont liés à la chaleur vont être au moins aussi prégnants, puisqu'on a des températures désormais absolument anormales dès le mois de juin et jusqu'au début octobre. Donc, de mon point de vue, l'isolation reste la part essentielle à faire. Je rappelle quand même que le secteur global du bâtiment, c'est 44% de l'énergie consommée en France, donc c'est quand même énorme. Donc, si on est dans la perspective à la fois du confort dans les bâtiments et de la consommation énergétique, l'isolation reste, malgré les changements climatiques que l'on constate et qu'on a vu particulièrement cette année, à mon avis, un point incontournable. Je ne sais pas si Daniel veut rajouter quelque chose. Ça a l'air d'aller, je sais. Du coup, je propose que Anne, tu poses tes questions, qu'on finisse et qu'on finisse avec les réponses et une petite synthèse parce qu'il sera déjà 14h30.
Ouais, c'est juste pour continuer sur le problème en dehors du financement. Donc vous avez parlé des questions de réception des travaux, mais sur les prix, en fait, est-ce qu'il va y avoir un contrôle des prix pour que certains groupes ne se gavent pas sur un système qui finalement va être quand même beaucoup aidé, en tout cas par la puissance publique, comme on le voit aujourd'hui sur l'énergie. Ma deuxième question, mais qui est peut-être plus technique, en fait, c'est vous proposez un remboursement soit au bout de 30 ans, soit au bout de la première mutation. Et est-ce que la première mutation, ça risque pas de faire monter les prix de l'immobilier, ce qui est déjà un énorme problème? Et est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à tout le monde d'aller jusqu'à 30 ans s'ils le souhaitent, sachant que donc 30 ans, les gens auront eu le temps de se rembourser sur les économies de facture. Et puis, s'il y a un effet pervers qui est que certains gagneraient avec leur logement, il est toujours possible de récupérer par l'impôt sur les plus-values. Et un dernier point, c'est sur les architectes, sur l'ordre des architectes. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a plein de gens qui se font refuser des travaux d'isolation au moment même d'un ravalement par les architectes de bâtiments de France franchement, pour des cas qui ne le justifient pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise prise en compte aujourd'hui, y compris dans la formation des architectes, de cette question d'isolation qui devrait être la priorité. Est-ce que vous avez quelque chose là-dessus? Alors, je sais bien que ce n'est pas du financement, mais ça va un petit peu dans l'ordre de aller sur le terrain de l'obligation et pas uniquement de la volonté. Merci. Ah oui, pardon, juste un dernier petit point sur là, c'est pas une question, mais sur le portage intersyndical, nous, on est évidemment complètement pour et on fera tout ce qu'on peut pour vous aider. Moi, j'ai déjà aussi essayé d'appuyer un peu, de faire du lobbying depuis un an sur votre projet de loi. Et sur les médias, on a exactement le même problème sur notre proposition de sortie de la concurrence de l'énergie. Il y a une vraie omerta là-dessus. On a une proposition détaillée qui est au niveau de la PPL et pour le projet de loi, et pourtant, on n'arrive pas à avoir de débat dessus. Daniel, puis Maxime. Merci. Écoute, pour répondre à tes questions, Anne, qui sont parfaitement pertinentes, sur l'effet inflationniste du fait qu'on augmenterait l'enveloppe des travaux, on a prévu dans notre dispositif un barème de remboursement, donc une fixation des prix annuels pour servir de base de remboursement. Ceci dit, ce que l'on propose là, c'est un projet de proposition de loi et non pas un projet de décret d'application. Donc, clairement, il va y avoir des besoins au niveau du décret d'application, mais l'idée est effectivement qu'il y ait un barème de remboursement et dans les suggestions que l'on fera très probablement, ça sera que les devis devront décorréler les matériaux et la main-d'œuvre. Parce que vous savez aujourd'hui que dans le bâtiment, le fait de cumuler matériaux et main-d'œuvre fait que plus personne ne peut rien contrôler ni comparer. Donc ça, c'est la première chose. Sur l'effet inflationniste, en fait, c'est plutôt un effet inverse puisque nous n'avons pas prévu qu'il soit interdit de vendre un bâtiment passoire thermique. Donc, que ce soit un bâtiment à usage résidentiel ou tertiaire ou commercial, il est possible de le vendre, parce que sinon, ça pose d'autres problèmes. Ceci dit, à partir du moment où l'acquéreur sait qu'il a une obligation d'acheter, clairement, ça va lui faire diminuer au vendeur la valeur de son bien, puisque forcément, même si les travaux sont complètement financés par le prêt, il n'en reste pas moins que ça reste un trouble de jouissance de faire les travaux. Donc, on aura une régulation du marché, en tous les cas à la vente pour les bâtiments qui ne sont pas isolés, du fait même de cette obligation d'isolation qui s'imposera à l'acquéreur. À l'inverse, le fait d'avoir un processus de financement massif fait que, d'une certaine manière, il n'y a pas d'effet inflationniste parce qu'on a quand même réparti sur un beaucoup plus grand nombre l'amélioration de la qualité de l'isolation et que par conséquent, il n'y a pas forcément. Mais l'idée que l'on a surtout sur ce remboursement à la première mutation, c'est la suivante, c'est qu'il ne s'agit pas de dire à la personne sur ses deniers de rembourser, mais c'est le bâtiment qui rembourse. Et le bâtiment, aujourd'hui, on est effectivement
sur un effet inflationniste, mais il y aura plusieurs effets. Effectivement, la réduction de la consommation d'énergie, donc des charges, que ce soit pour les entreprises d'ailleurs ou que ce soit pour les résidents. Et donc, après, il peut y avoir des effets inflationnistes, mais à notre sens, ce ne sera pas du fait de l'isolation et des travaux. Voilà. Pourquoi pas mettre tout le monde à 30 ans? Déjà, le délai de détention d'une résidence, c'est 14 ans en propriété. Donc, il n'y a pas vraiment de raison. Et en fait, pourquoi à la première mutation? Parce que simplement, les hypothèques se purgent à la mutation et que c'est quelque chose d'assez pratique. Et finalement, il faut considérer que c'est un petit peu la même chose que le contrôle technique des voitures. On a le droit de vendre une voiture sans avoir fait le contrôle technique. Sauf que la personne qui l'achète sait que si le contrôle technique a plus de 3 mois, elle sera obligée de le faire. Et donc, elle va peut-être négocier son prix là-dessus. Il n'en reste pas moins que voilà, il y a une obligation qui se retrouve soit sur l'acquéreur, soit sur le vendeur au moment de la mutation. Là, on est pareil, on a cette obligation. Sur les architectes, alors je partage parfaitement ton avis. Alors, sur les architectes Bâtiments de France, ça pose effectivement des questions et on a visé les problèmes de patrimoine dans notre dispositif. Donc, effectivement, il faudra qu'il y ait des discussions qui s'engagent avec les ABF. Mais de fait, on a pris en charge ça parce qu'effectivement, on ne peut pas forcément faire des doublages extérieurs sur tous les bâtiments haussmanniens de Paris. Par exemple, je donne cet exemple si c'est un peu caricatural, vous m'en excusez. Mais clairement, on a quand même pris ça en compte. La dernière chose, c'est par contre sur les nouvelles constructions, mais on ne l'a pas pris, nous, en compte parce qu'on s'est basé sur le bâti existant. Effectivement, je vois toute la journée des nouvelles constructions avec de l'isolation par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Et on n'a même pas prévu des débordements de toiture pour pouvoir faire a posteriori de l'isolation par l'extérieur, ce qui est une aberration totale puisque effectivement le volant thermique se retrouve à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Donc, on est d'accord sur le fait qu'il faut faire des choses. On sait nous focaliser sur le bâti existant pour pouvoir avancer. Je crois avoir à peu près répondu. Ouais. Et on va… Alors, je ne sais pas, mince, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à Françoise, du coup, qui devait nous quitter pile poil à 14h30. Maxime, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, du coup? Et puis, je prends une petite minute pour conclure. Juste un tout petit détail. La première chose, c'est qu'on a besoin de faire des études économiques de figuration pour pouvoir y compris discuter 14 ans, 30 ans et tout cela. Il y a et toute une série d'autres choses, le coût de l'assurance et tout ça. Voilà, ça, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, mais on aurait besoin de ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un cas extrêmement particulier au regard de l'évolution aujourd'hui, sur long terme du marché immobilier en France, qui est plutôt haussier. Voilà, c'est les cas de certaines villes spécifiques, aux régions très spécifiques, où en fait on a un immobilier qui est orienté structurellement à la baisse de 1-2% par an. Et alors là, se posent des questions un peu plus compliquées de savoir quel sera l'effet précis d'une isolation dans un cadre de ce type-là. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui le logement fait 100 000 euros, qu'on fait 30 000 euros de travaux et que la personne ne pourra le vendre que 120 000 au lieu de 130 000, il y a une dépréciation de l'actif. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qu'il faut regarder en détail. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire à part au doigt mouillé. Et donc, du coup, c'est des choses qu'il faudrait regarder dans le détail. Mais ça, c'est le jour où il y aura plein de gens qui bosseront avec nous sur cette question. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation, mais finalement surtout pour les échanges qui ont eu lieu après. Là, dans les collègues qui ont participé, effectivement, il y a des gens qui travaillent dessus, des sociologues, des gens qui travaillent sur les C2E, etc. Donc, c'était, à mon avis, très riche pour elle et eux aussi. Par rapport à la proposition aussi de travailler en intersyndical, il y avait l'idée aussi, pourquoi pas, de porter ce sujet au sein de l'Alliance écologique et sociale dont Solidaire est membre avec d'autres, car c'est vraiment un sujet pour le coup, enfin on l'a dit plusieurs fois, qui lie les deux, et en plus qui s'attaque aussi à la question de la filière de l'emploi, donc c'est typiquement le type de sujet qui pourrait être intéressant.
Et moi, ce que j'ai retenu de la proposition, en gros, c'est que c'est pas le propriétaire qui paierait les travaux, c'est pas l'État, mais c'est le bâtiment. C'est ce que j'avais retenu notamment de l'audition, et je trouvais que c'était une bonne formule. Daniel, du coup, si tu veux conclure, vas-y. Oui, je voulais dire, tout à l'heure, on s'est présenté comme des citoyens ordinaires. Je voulais juste rappeler l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, puisqu'en fait, on est très républicain dans cette proposition. La loi est l'expression de la volonté générale. Chaque citoyen est amené à participer à sa formation, soit directement, soit au travers de ses représentants. Et c'est ce que nous avons fait. Eh bien, merci pour cette phrase de fin. Et à bientôt, peut-être. On l'espère. On l'espère à bientôt. Pour une intersyndicale, pour tout ce qu'il faut pour continuer. Merci en tout cas. Cette collectivité sociale, on top tout de suite. Si on peut aller présenter un jour devant l'AES, on est partant. Ça marche. Et merci aussi beaucoup à toutes les personnes qui ont participé par écrit, en écoutant, en posant des questions. Et à très, très bientôt, par mail, certainement, avec le résumé de la conférence, le lien qui sera mis en ligne et puis les slides aussi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.